Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré à la peinture, plus particulièrement la peinture urbaine et le collage. Je reçois Combo, street artiste ayant peint et collé dans le monde entier, dans la veine de Banksy, en utilisant l'art du détournement. On échange notamment sur les codes de son milieu ou encore le jonglage entre fresques, galeries et musées. Je vous laisse découvrir Combo. Salut Combo. Ah bonjour. Tu es street artiste, tu as peint, collé, affiché dans plusieurs villes dans le monde entier. Ton travail s'articule autour du détournement, pour prendre une référence très connue, parce qu'ici on accueille des artistes de tout support et de toute origine. Une référence très connue dans ce monde-là, un peu dans la veine de Banksy, il y a un côté un peu subversif, engagé également. Il y a souvent eu ce côté dans le street art, et est-ce que c'est aujourd'hui aussi efficace pour faire passer ton message qu'au début des années 2010, puisque c'est une façon de créer qui s'est quand même vachement démocratisée. Sur la subversivité, je pense qu'on est passé dans une période où être subversif c'est facile ou c'est classique. Tu vois, être un rebelle n'est pas si rebelle que ça. En soi, pour moi, vraiment, on a une période où si tu voulais être un rebelle, il faut être un moine. Il faudrait être retiré du système, etc. Donc, être subversif pour être subversif, on peut l'être, tout le monde l'est un petit peu. C'est ce côté un peu provocateur qui fait vendre, ou en tout cas qui peut faire vendre une idée. Moi, je cherche pas à être subversif pour la subversion. Je défends des idées qui sont les miennes ou mes croyances à travers mon travail et les croyances de certaines personnes. Et j'estime que plus je les montre dans la rue, plus elles se diffusent, ou en tout cas plus elles sont acceptées, et plus moins elles deviennent subversives. De montrer deux hommes qui s'embrassent, plus je le montre, et plus en fait ça devient normal. Tu vois. Ou en tout cas plus on a un peu rien à foutre. Voilà. Et moi c'est ça l'objectif. Effectivement depuis 2010, mais je fais des graphes depuis bien avant ça. Et surtout dans le street art, je sais pas si on va l'aborder après, ce côté de rébellion est inhérent à la chose. Puisqu'on sort dans la rue, on colle ou on peint sans autorisation. Et moi j'ai tendance à dire que quand on prend la parole, on prend le pouvoir. Si bien que je qualifie le street art de coup d'État à l'échelle d'un muret. Tu vois, c'est une prise de parole qui est volontaire, qui est faite, et tout d'un coup, cette prise de parole, elle t'amène à diffuser ton message, évidemment, mais c'est à toi de savoir ce que tu as envie de diffuser. Si tu peins un chat, si tu peins un dauphin, si tu peins des animaux, ça reste un coup d'état, même si tu racontes pas grand-chose. Tu vois. Est-ce que du coup, il y a... Comme tu dis que la subversivité, d'une certaine façon, se normalise à partir du moment où elle est diffusée à une certaine échelle, est-ce qu'il y a besoin de pousser les curseurs? Est-ce qu'il y en a qui poussent les curseurs pour aller toujours plus loin dans ce côté-là? Oui, je pense, mais tu vois, on est passé, pour ceux qui sont plus vieux que nous, qui ont connu les punks, tu vois, on est loin de tout ça. Cette subversion qu'on retrouve aussi un peu chez Banksy. Banksy est un peu de cette génération punk, parce qu'il a plusieurs dizaines d'années de plus que moi. Forcément, il y a ça en lui. Très anglais, très british. Nous, les Français, on n'a pas gardé ça dans notre culture, ou en tout cas dans la pop culture. Et la subversion, maintenant, tu la retrouves, mais de manière outrancière chez certains chanteurs, chez certains clippers sur YouTube, etc. Mais c'est une manière de communiquer envers la jeunesse, tu vois. Un jeune, il a envie de voir ce que les adultes ne font pas. Donc, c'est devenu un objet marketing, d'une certaine manière. Justement, j'ai fait l'analogie sur ton travail avec celui de Banksy qui a vraiment jeté un gros pavé dans la mare il y a une dizaine d'années où vraiment il a explosé. Comment tu fais pour te positionner par rapport à son travail? Est-ce qu'on te reproche parfois de faire du Banksy vis-à-vis du grand public? Non, ça va. On fait forcément le rapprochement parce que c'est culturellement ce qui est le plus proche. Mais si tu fais attention, mon travail s'apparente aussi un peu à celui de Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo qui peignait des grandes fresques d'êtres humains, ou en tout cas historiques au Mexique. Ça se rapproche de ça aussi. Et après, ça va, c'est flatteur de dire Banksy. Tu vois, bien sûr, je le prends bien. Et oui, évidemment, mais plus que ça, Banksy a fait un bien fou à ce milieu. C'est qu'il l'a popularisé. Il l'a fait rentrer dans le monde du Kidam. Donc tout le monde connaît Banksy.
Et par son aura, ça nous permet aussi de se référer à lui. Donc c'est une bonne chose, mais il faut faire attention parce que tous ceux qui ont vécu à l'époque de Picasso n'étaient pas des Picasso, et ça peut aussi, d'avoir un maître comme ça au-dessus de tout le monde, ça peut un peu écraser ceux qui sont en dessous. Mais bon, on va pas se plaindre. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les sujets que tu as dénoncés ou pas spécialement ? Si, souvent, parce qu'en fait, depuis quelques années, je défends moi ce que j'estime l'égalité en droit. C'est-à-dire aux hommes de se marier ou aux femmes de se marier entre elles, aux femmes d'avoir les mêmes droits que les autres. Bon bref, tu vois, tous ces droits qui devraient être offerts à tous, c'est ce que je défends. Donc je vais peindre des femmes qui vont défendre cette cause-là, je vais peindre des hommes qui s'embrassent, je vais peindre des musulmans qui portent une djellaba ou des juifs qui portent une kippa. Et forcément, tout ça va déranger la croyance de certains, pas énormément, mais certains. Et ces certains-là ont une tendance à la violence ou au tag ou à l'insulte qui les dépasse, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler eux-mêmes leurs propres pensées. Ils ont l'impression tout d'un coup de voir ce mur-là et d'être remis en cause dans leurs propres croyances, et ça les pousse à être violents ou à être belliqueux. Et je reçois souvent des messages d'insultes, Coexiste, quand je l'avais fait, j'ai été agressé, il était question même d'avoir une protection policière, mais tu vois, ça passe. Je fais attention à moi, je fais attention à ma famille, je donne pas mon nom à tout le monde, voilà, des petites mesures de sécurité, mais je le vis bien. Tu le vis bien. Depuis des années, ouais. Ok. Ce qui est évidemment intéressant dans ton médium, dans ton support, c'est l'interaction. L'interaction qu'ont les gens directement, pas dire qui subissent, mais en fait qui... Si, on peut dire le mot subir. Peut-être pour certains, justement, ouais, que sûr. tu parlais des gens qui sont peut-être pas d'accord avec tes idées, d'une certaine façon ils le subissent. D'ailleurs, tu le revendiques, ce côté interactif, et ton travail peut être partagé en fait très facilement sur les réseaux. Les gens se prennent en photo devant. Comment ça s'est passé pour toi ? En quoi ça a favorisé le développement de ta visibilité ? Alors là, je vais me permettre que, puisqu'on est sur un podcast, je vais prendre un peu le temps de raconter. Bien sûr. D'habitude, dans une interview, tu peux pas tout raconter, mais moi, je fais quand même du graffiti depuis maintenant 16 ans. 16 ans, donc moi, j'ai connu les skyblogs, j'ai connu les forums, et sur Internet, il y avait cette communauté qui n'apparaissait nulle part et qui vivait. Et moi, quand j'allais dans une autre ville, je savais que je pouvais écrire un graffeur et aller dormir sur son canapé. Il y a cette notion de partage dans un petit milieu, dans un petit domaine qui est le nôtre, et on vivait comme ça, à travers ça. Et quand arrivait Facebook et les premières fanpages, déjà c'était mal vu chez nous d'avoir une fanpage. Tu vois, comment un street artiste peut se dire que je vais avoir une fanpage, ou un graffeur plutôt. Et maintenant c'est devenu lambda, chacun se suit, chacun se follow. On va avec le mouvement de la vie, on va avec le mouvement des réseaux sociaux, et ça change beaucoup les choses. C'est-à-dire que tu vas réfléchir à ton mur, si tu le fais trop long, ça va pas rentrer dans le carré d'Instagram, tu vois. Il y a des petits codes comme ça. Si tu te prends en photo à côté de ton mur, ça fera plus de likes que moins de likes. Si tu as plus de likes que d'autres, tu auras plus d'expos. Ceux qui ont plus de 50 000 followers sont bankable, donc ils vont être dans le galerie. Ça change énormément la chose. Moi, je viens des forums, je venais du partage et du canapé. J'ai continué avec ça, mais je vais pas dire que je regrette. Tu vois, je vais pas faire l'ancien, j'aime pas ça. Ouais. Mais moi, j'aime le partage. Et j'aime quand mon image est partagée sur les réseaux, c'est très bien, mais j'aime pas la course aux chiffres. D'accord, donc ça veut dire que si je comprends bien, qu'il y en a qui anticipent tous ces effets-là et qui vont c'est-à-dire produire leur art en fonction de tous ces paramètres-là et leur publication. Sur des blogs américains, tu peux avoir si tu visites une ville, les 5 walls de street art à faire en photo. Pour son égocentrisme, se prendre en photo en selfie. Et parmi ceux qui marchent le plus, en général, t'as le mur rose, mais tout rose, tu vois. Sans rien. Et ça, ils appellent ça du street art. Et après, t'en as certains qui vont te mettre à Los Angeles, qui vont te mettre des ailes. Tu vois, donc tu viens et t'as des ailes derrière, etc. Pourquoi pas ? Mais moi, c'est pas ce que je compte faire. Voilà, j'y vois pas l'intérêt. En fait, mon travail à moi, il n'est pas fait pour faire des selfies. Il est fait pour offrir une image à quelqu'un. S'il la prend en photo, qu'il la partage, c'est très bien. S'il la regarde et qu'il s'arrête, c'est ça que je souhaite. Parce qu'il se passe, pour revenir sur ce que tu disais sur la communauté des graffeurs qui sont encore sur les terrains vagues, sur le vandal, etc.
ils se sont complètement appropriés ces outils aujourd'hui d'Instagram, etc. Mais ils sont très suivis, mais ils sont beaucoup aussi très suivis entre eux. Ouais, oui, bah c'est la petite communauté. Mais ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux te mettre en privé. Donc, moi, tous mes potes graffeurs, ils n'ont pas des comptes publics, ils sont en privé, on se suit les uns les autres, on s'envoie des messages. Mais c'est normal parce que ça reste un délit, le graffiti, contrairement au collage, qui n'est pas répréhensible de la même manière. C'est pour ça que je fais beaucoup de collage, pour éviter de tomber dans ça. Et forcément, eux, comme moi je dois me défendre par rapport aux gens qui veulent m'agresser, eux doivent se défendre par rapport à la police. Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence d'un point de vue de la loi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Entre les deux. Alors la loi, elle est assez fourbe, parce qu'elle te dit qu'il est interdit d'abîmer ou de dégrader un bien public ou privé, virgule, interdit de tracer et d'écrire sur un mobilier urbain qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc, la notion de dégradation, je la comprends. C'est très bien, mais après le fait de tracer, c'est-à-dire même à la craie, c'est ça qui est assez choquant, c'est que tu ne peux plus t'exprimer. C'est pour ça que je reviens au côté, tu vois, où je te disais au départ, c'est une action qui reprend le pouvoir. Et c'est un délit, c'est-à-dire que c'est considéré comme dans la même catégorie qu'une agression, un viol, qu'une séquestration, tu vois. Alors que l'affichage sauvage, comme les marques l'utilisent, comme tous ceux qui font des concerts l'utilisent, ça passe en dessous de la loi. C'est en dessous des radars, mais tu prends une amende. Voilà. Et pourtant, tu peux faire la même chose. Moi, j'ai déjà fait des murs où je faisais en graffiti ou en collage. Et au final, même la perception des gens est différente. Alors que c'est exactement le même visuel, c'est les mêmes effets. Mais tout de suite, quand tu colles du papier, les gens ont l'impression que c'est moins dangereux. Tu vois, la bombe de peinture, là c'est une bombe. Tu vois, déjà, dans le mot, il y a un truc bizarre. Mais oui, c'est très spécial. Les années 90, ce qu'on voyait à la télé, avant le street art, c'était des graffeurs cagoulés, qui descendaient dans les rames, qui défonçaient les rames de la SNCF, et on disait ça coûte 3 millions de francs à la SNCF, tu vois. Et en fait, c'est rentré dans la mentalité que c'est la dégradation, que c'est des bandits, et tout d'un coup, effectivement, il y a des gens comme Banksy qui arrivent et ils te disent bah, en fait, ce pochoir-là, ça vaut 100 000 euros. Ah, tout de suite, ça devient intéressant. Donc, ouais, c'est... Aujourd'hui, comment ça se passe quand tu veux réaliser une fresque? Est-ce qu'on vient te voir pour un projet en particulier, ou est-ce que c'est toi qui vas voir les gens pour leur demander si tu peux Je fais les deux et je le fais aussi sans autorisation, évidemment. Je le fais sans autorisation quand j'ai un message à faire passer et que je sais qu'il ne sera pas porté par... Tu sais, un propriétaire de mur, il n'a pas forcément envie d'avoir d'emmerde avec ses voisins ou un magasin non plus, etc. Donc ils vont te demander une décoration. Si j'ai une commande d'un mur, de la mairie par exemple, ils vont demander à voir le sketch, à regarder ce que tu as dessiné, à te faire 5 allers-retours et te dire merde, là le petit badge qu'elle a, c'est un croissant, voilà, c'est un musulman ici, ah vous savez c'est un peu nous. Donc tu es toujours dans l'aller-retour pour essayer de faire passer ton idée au maximum, mais forcément comme un musicien, comme un écrivain, tu vois, tu as une autorité qui va t'empêcher d'être aussi libre que ce que tu aimerais faire. Donc moi je fais les deux, je fais des commandes pour les mairies, je fais des commandes pour des particuliers, je fais des commandes pour des marques. Et après, quand j'ai besoin de faire passer un message que je ne sais qui ne sera accepté par personne, ou en tout cas pas par ceux tu vois, qui ne fait pas un consensus, je vais le faire sans autorisation. Voilà. D'accord, ok. Et tu disais que tu faisais partie et que tu connaissais bien la communauté encore des vandales. Quel regard ils ont sur le fait que tu sois rémunéré aujourd'hui pour faire ce que tu fais? Alors moi je me considère plus comme un graffeur vandale parce que c'est des codes, parce que faut être vraiment dedans et tout. Moi j'en ai fait partie mais il y a vraiment plus de 10 ans et j'ai arrêté par choix, par la police qui se met des amendes aussi. Et moi vraiment je fais du collage, c'est très cool, c'est très simple. Mais des fois les policiers m'arrêtent, je vais au culot et je leur fais choisir l'affiche que je vais coller. Donc vraiment tu vois c'est une autre ambiance, alors que les graffeurs c'est un peu plus, je vais pas dire sectaire, mais c'est très codé, c'est très normé. Et c'est du lettrage. Moi j'adore ça, j'aime les lettres, j'aime le dessin et tout, etc. Et j'aime voir des beaux graphes. Mais cette communauté, c'est une communauté dans la communauté, tu vois. C'est des sous-communautés. Et excuse-moi, je crois que j'ai perdu le fil de la question, mais... Ouais, non, je te demandais justement comment ils réagissent au fait que toi tu puisses être rémunéré sur des prestations. Moi, mes potes que je garde, qui sont graffeurs, ils le vivent très bien, tu vois, parce que c'est mes potes. Mais forcément, un graffeur qui se veut illégal, ou même si je devais me parler à moi-même quand j'avais 16 ans, je me regarderais différemment. Je me dirais c'est peut-être un vendu ou un truc comme ça.
Mais bon, j'ai 33 ans maintenant, tu vois. Je paye mes factures, j'ai ma vie, je suis un adulte, j'ai plus envie de courir. Donc on n'est plus les mêmes personnes. Par rapport aux expériences que tu as eues en France et à l'étranger, est-ce que tu as eu un accueil différent, peut-être moins bon ou meilleur dans un pays plutôt qu'un autre, ou ça a été... je vais te le dire sur deux choses. La première, c'est les murs. Trouver des murs en France et trouver des murs aux États-Unis, c'est complètement différent, ou au Maroc, ou dans d'autres villes, d'autres pays. Aux États-Unis, tu as un propriétaire, il te dit ok, c'est bon, c'est fait. Tu vois, très libéral. La française, le propriétaire, il te dit oui, il faut voir la mairie, il faut voir l'urbanisme de Paris, il faut voir les bâtiments de France. Tu vois. Tu vas au Maroc, il faut demander au proprio, mais il faut négocier avec l'épicier, il faut parler avec le quartier et tout, parce que tu vois, donc chaque pays a sa culture, et ensuite tu as le message. Moi, je peins par provocation des femmes voilées en France. Je vais aller peindre des femmes un peu dénudées dans des pays arabes, tu vois. J'essaie de pousser le curseur à chaque fois là où je me rends, où je vais peindre des Afro-Américains aux États-Unis qui sont fiers, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans la peinture en général, ou en tout cas dans les anciennes peintures. Donc, tu vois, à chaque fois, ça dépend. D'accord, ok. Donc c'est pareil pour les financements. Donc ça dépend à chaque situation. Et plus que ça, même dans le même pays, tu vas avoir un financement qui va être par toi-même, des fois. Tu as juste envie de faire cette peinture et on te donne l'opportunité d'avoir un mur. Tu peux avoir des mairies qui vont te faire des commandes. Tu peux avoir un proprio ou un collectionneur qui est tellement fan, qui te dit fais-moi le mur de ma maison, etc. Donc de toute façon, le but c'est juste de payer la peinture. Payer la peinture et de le faire. Ouais. C'est ça le vrai intérêt, d'accord. à mon sens. Et est-ce qu'il y a une concurrence au niveau du marché entre les différents street artists? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être il y a comme un appel d'offres? Est-ce qu'il y a un fonctionnement un petit peu comme ça ou pas forcément? Je dirais pas appel d'offres, je dirais vraiment les trucs Instagram, etc. Ça pousse. C'est bien et pas bien à la fois parce qu'en fait tu peux voir très rapidement ce qui fonctionne, ce qui est bankable ou en tout cas ce qui est facilement diffusable. Facilement acceptable. Donc il y a des choses qui sont plus déco que d'autres, et ça il faut l'accepter, point. Et après t'as les goûts et les couleurs, tu vois. Après la concurrence, moi j'y crois pas trop. D'autres oui, ils y pensent sincèrement, mais il y a des murs pour tout le monde. Il y a des murs pour tout le monde. Et sincèrement, je fais ça depuis tellement longtemps que je le fais pas pour ça, tu vois, c'est pas la bonne raison. Je pense qu'effectivement, ce côté d'argent, dès qu'il rentre dans tout milieu culturel, il casse des milieux. Le street art, on en est là déjà, les galeries, l'argent, des gens qui commencent à coller ou à peindre depuis 2-3 ans commencent déjà à avoir des petites carrières, où ils sont en galerie, ils vendent des trucs. Les graffeurs qui ont commencé il y a longtemps, ça fait 10 ans et ils en vivent même pas. Et c'est pas plus mal, tu vois. Il faut pas forcément vivre de l'art. Il faut pas forcément vivre de son art, je crois. Il faut vivre pour, c'est différent. C'est quoi la différence? C'est la manière de s'organiser, la manière de faire les choses. Quand tu fais t'as rencontré beaucoup d'artistes, ils te le disent toujours la même chose. Ils te disent, on va faire 10 projets, on va faire un qui va vendre. Et celui qui vend, il finance tout le reste. Parce que ce qui est important, c'est la création. C'est ce que tu vas essayer d'imaginer, de sortir de toi, de le partager, que ça touche ou pas les gens. Ça, c'est une autre maîtrise. Mais si tu t'assois et tu dis, bon, comment je vais faire pour vendre ma nouvelle connerie le mois prochain, tu vois, ça t'a perdu. C'est même plus que t'as perdu dans le sens moral, parce qu'on va dépasser ça, on est chacun sa moralité. T'as perdu en créativité. Ta créativité elle va être zéro, elle va être nulle. Tu vas rien chercher. Tu vas chercher à être dans le consensus. Donc pour moi, c'est la mauvaise manière de faire de la création tout court. C'est même pas la création artistique de la peinture, mais la création artistique tout court. Est-ce que tu as croisé des gens dans le street art qui fonctionnent de cette façon? Oui, beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, mais dans tous les milieux. Oui, je te posais la question de savoir si dans ce milieu c'était pareil. Mais oui, évidemment, dans tous les milieux c'est comme ça. Ouais, j'ai aucune affinité avec ces gens-là, donc je reste pas avec eux. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé la première fois que tu as été payé pour une fresque? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui es allé déposer un book? Comment ça s'est passé? Je sais pas, franchement je fais ça depuis longtemps. Et j'ai dû faire un graphe peut-être pour un spar, tu vois, les sortes de mini monoprix de province. Parce que moi j'étais à Nice en fait.
Et j'ai dû faire la devanture, tu vois, j'ai dû prendre 150 €, un truc comme ça, tout le truc risible. Mais, et je sais pas, c'est bouche à oreille, tu parles comme ça. Et au final, ça nous paye la peinture pour aller faire d'autres peintures. Tu vois. Okay. Et c'est quand je faisais du graphe. Mais ça, c'est vraiment la première. Et après, des vraies fresques, des trucs un peu plus costauds, je pense que celle qui me marque le plus, c'est celle qui m'a. Où j'ai été rémunéré. En tout cas, on n'est pas rémunéré, on est défrayé. Tu vois. On nous paye le matériel. Ça dépend qui, ils vont nous payer un petit à côté ou nous donner la bouffe, etc. J'en avais fait un pour le ministère de la Culture. Et celui-là, je leur avais mis sur 17 mètres carrés, sur le ministère de la Culture, je leur ai mis une femme voilée qui était allongée comme l'Olympia de Manet. Et je l'avais appelée la Vénus de Clichy. Et c'était 2 mois après le Charlie Hebdo. Et je leur ai dit, bon, bah, vous êtes le ministère de la Culture, parce qu'en fait, ils faisaient une exposition sur street art. Et je leur ai dit, bah, en fait, nous, depuis 10 ans, on existe, ou en tout cas, on se débrouille sans vous. Tout d'un coup, vous êtes intéressés par nous. Je leur ai dit, bon, je vous mets cette boulette, débrouillez-vous avec. Et je leur ai dit, bah, écoutez, c'est très simple. Est-ce qu'en France, on a le droit de montrer une femme voilée sur un ministère de la Culture, alors que dans d'autres pays, on ne pourrait pas montrer une femme toute nue? Voilà. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au ministère de la Culture. Il y a eu un moment, alors je sais pas, je pourrais pas vraiment l'identifier, je dirais entre 2015 et peut-être 2018, où il y a vraiment eu un boom de commandes des communautés d'agglomération, des villes sur le street art. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours le cas ou ça s'est essoufflé, c'est en train de redescendre? Alors je vais te dire 2015-2018, en fait c'était Fleur Pellerin. Ouais. Moi que j'ai rencontré, okay. Qui était une ministre en tout cas déjà en tant que femme, qui était une femme très très gentille. Et en tant que ministre de la Culture, je trouvais qu'elle était très bien. Et elle poussait à ce que les jeunes de notre génération puissent sortir du lot, ou en tout cas avoir des occasions de s'exprimer, versus d'autres ministres qui vont pousser et donner des fonds au musée. Tu vois. Et on le connaît, on est français, on sait que le musée, c'est plan-plan, ça fait pas avancer. D'ailleurs, un musée à l'américaine ou anglo-saxon, il fait pas de financement. Ils vont au ticket, tu vois. C'est pas la même approche. C'est-à-dire ? Bah, au Louvre ou dans d'autres musées, oui, tu vends un ticket, mais ça vaut pas le prix de l'entrée. Tu vois, tu as des tickets à 3 €, 4 €, 5 €, les prix d'étudiants. Allez, les touristes, on va leur taper 15 €. Aux États-Unis, tu payes ton ticket à 50 balles. D'accord ? Avec les fees, les conneries et tout. C'est ça le vrai prix de la culture. Si on doit vraiment faire une exposition, les expositions de musées, elles coûtent plusieurs millions. Tu vois ? Donc quand c'est financé par l'État, tu vois, que c'est la culture, déjà forcément il y a un droit de regard. Ensuite, peut-être je m'enfonce un peu, c'est un peu chiant et tout comme sujet. Justement, le but c'est aussi de faire du contenu didactique. Donc ouais, c'est un peu technique et un peu rébarbatif, mais quand on est dedans, on réalise que, en gros, la culture en France, c'est très politique. Parce que si tu as les fonds de la culture, du ministère qui déboulent sur ton musée, forcément, ils ont un droit de regard. En tout cas, ils vont faire un bilan, et si au bout de 3 ans, ça change, bah, tu n'auras plus tes 10 millions qui tombent, etc. Et c'est un débat à avoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire la culture en France ou pas ? C'est un vrai débat. En tout cas, c'est sûr que ça rentre complètement aux antipodes, à l'inverse du monde des États-Unis, où vraiment il y a un rapport beaucoup plus direct aux choses, hein, de façon générale, hein, dans tout le monde des arts, et qu'en France, il y a toujours cette idée d'intermédiaire, de vase communicant, de validation auprès de telle entité puis telle entité pour pouvoir... et parfois, c'est très décourageant pour les artistes. En effet, moi j'ai pas la réponse non plus. Hein, donc, Non, mais je trouve que c'est des bons débats à avoir. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure par rapport au ministère, de ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, dès que la ministre ou le ministre change, la politique change, les fonds changent, et c'est à nous, artistes, de réussir à survivre. Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est que nous, on doit survivre à tous ces ministères, s'adapter. Et il y a une problématique qui est la nôtre, nous, les artistes plasticiens, c'est qu'on est les enfants pauvres de ce ministère. Il y a effectivement le cinéma. Ça rapporte de la thune, ils ont un lobby. La musique, ça rapporte de la thune, il y a un lobby. Les peintres, ils sont où ? T'as vu des peintres manifester pendant le Covid ? À dire, bah nous on veut des aides ? Bah non. Parce qu'en fait, on est tous dans nos ateliers, on a cette sorte de phobie administrative un peu à la Cahuzac, et nous on avance chacun de notre côté, et on n'est pas ensemble, c'est un peu dommage. C'est ça qui est
qui est contre-productif en fait dans le système français, c'est que justement il y a une phobie administrative de la part des artistes, mais on sait que c'est inhérent en fait à la survie d'un artiste de comprendre tous ces mécanismes. Alors tu parlais aussi du monde de la musique et du cinéma, mais le monde de la musique et du cinéma fonctionne aussi sur un système de subventions, d'aides, etc. Et si tu... Voilà, beaucoup le cinéma, va financer un film sans subvention de A à Z, mais c'est mort. C'est mort. Et c'est le monde du cinéma français et beaucoup aussi le monde de la musique, en tout cas de la musique dans le sens spectacle vivant, fonctionne comme ça. Mais ça, c'est l'exception française. Donc soit, effectivement, on a ça d'après-guerre, effectivement, ça nous a permis d'avoir une culture qui est forte par rapport aux Espagnols, par rapport aux Italiens, etc., qui avaient aussi dans le cinéma des gens très très qualifiés. C'est un choix, c'est un bon choix ou un mauvais choix, on en débat, mais en tout cas, ça a permis de ce milieu de s'extraire. Nous, les artistes plasticiens, on n'a pas ça. Donc ce qui reste, c'est les mecs qui survivent après des années en faisant des ventes. Parce que nous, on est soit dépendants des galeries, soit des musées. C'est ça notre vrai danger. Soit tu deviens un artiste de musée, tu fais des trucs très pointus dans l'art contemporain, ou des trucs très didactiques. Moi, c'est ce que je fais un petit peu. Je travaille beaucoup plus avec des musées qu'avec des galeries, parce que mon message est important, donc il prend plus d'espace dans des musées. Soit tu es en galerie et tu fais plus de la décoration, parce qu'il faut que ça finisse dans un appartement du bourgeois. Il faut que ça aille bien avec la couleur de son canapé. C'est une démarche. Alors oui, c'est une démarche. D'ailleurs, toi, c'est quoi ton équilibre aujourd'hui entre d'un point de vue rémunération, entre les ventes que tu vas faire aux galeries? D'ailleurs, est-ce que tu vends tes œuvres est-ce que les galeries vendent tes œuvres à des particuliers? Est-ce que tu vends tes œuvres au musée? Est-ce que tu as d'autres sources de rémunération que les fresques? Un peu de tout. Et l'ambiance Covid m'a prouvé la bonne santé de ce truc, parce que je m'en sors correctement. Dans le sens où, quand tu as beaucoup d'entrées d'argent, même si elles sont petites, tu vois, ce qui est mon cas, ça va, c'est correct, c'est pas énorme, tu vois, je suis pas un artiste riche, je suis pas parmi les plus gros vendeurs. Parce que tu sais, nous, on a les ventes aux enchères d'art, et chaque année, tu fais des ventes aux enchères, donc si ta pièce, elle se vend plus cher qu'avant, donc ça monte à code, donc tous tes prix montent et évoluent, etc. Donc on a un site qui s'appelle ArtPrice, où tu peux aller voir les codes des artistes. C'est un grand délire de capitalisme bourgeois très sympathique. En soi, c'est le jeu, c'est le code du marché de l'art. Moi, je suis pas rentré dans ça, je travaille un peu avec des galeries, un peu avec des musées, je vois un peu sur mon site. Tu vois, je bricole à droite à gauche, ce qui me suffit pour avoir un équilibre très stable, pour être en mode genre lac, tu vois, ça glisse. Je surfe sur un lac. Ça avance. Et ça me permet de vraiment bosser sur mes messages, prendre le temps, les déployer sur du long terme, et d'avoir une vision, pas carriériste, mais de dire qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Tu as une préférence aujourd'hui entre la fresque, la galerie, le musée, ou pas particulièrement? Tout en même temps. Ouais. En fait, ton message, il se déploie de manière différente. Moi, j'ai fait quelques années dans la publicité. Et en fait, tu réfléchissais à ta campagne, à ce qu'elle soit dans un abri de bus, dans un métro, sur un bus, sur un panneau billboard. Et en fait, ça t'oblige à changer ta manière de mettre ton logo, de mettre ton message, et aussi ta structure d'image, tu vois, ta forme de l'image, ton image en soi. Et j'essaie de faire pareil, j'essaie de faire que dans la rue, quand tu arrives par la gauche ou par la droite, c'est pas la même chose que quand tu arrives dans un musée, tout d'un coup tu as 6 mètres de plafond, tu vois. Ça te change les choses, ça te change la perspective, ça te change aussi le sens des choses. Parce que si tu vas dans la rue et tout d'un coup tu te réveilles le matin et tu tapes une frasque que t'as rien demandé, contrairement à versus quand tu vas dans un musée, t'as fait la queue pendant une demi-heure, t'as payé 15 balles, 20 balles et tu viens le voir. C'est d'autres ambiances et il faut changer un petit peu son médium, son message et ce qui va être présenté. Tu vois. Il faut aussi faire de la médiation, ça, c'est pas la même chose. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la communication, on dit souvent, c'est un travail de tuilage, c'est-à-dire que les informations, il faut qu'elles se recoupent, il faut qu'on puisse les voir justement dans différents contextes, et c'est comme ça que l'efficacité du message se fait. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aussi aux artistes, c'est
comme tu dis, en tout cas sur les réseaux, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est de continuer à avoir une présence physique et une présence en ligne. Et quand on a une présence en ligne, c'est pas uniquement sur Instagram parce que c'est sur un maximum de plateformes, surtout quand on a un contenu qu'on peut entre guillemets dupliquer sur d'autres plateformes. Parce que ça rend vulnérable d'une certaine façon ton travail. Si demain Facebook décide de fermer Instagram et que tu as 100 000 followers, mais que tu n'as que 100 000 followers que sur Instagram, bah ta carrière elle est où quoi? Tu disparais. Ça devient très compliqué. Mais plus que ça, c'est aussi très sympathique et très agréable de faire de la création sur d'autres supports. Faire un clip, c'est pas faire un concert. C'est aussi simple que ça. Tu vois. L'analogie, tu la vois, elle est très transparente. Et faire un musée et faire la rue, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'aujourd'hui tu utilises les médias pour faire la promotion de ton travail? Si oui, comment? Quelle relation tu as avec les médias aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher ou pas? Alors moi j'ai un rapport aux médias qui est assez spécial, c'est que très souvent mes fresques sont utilisées par les médias pour faire la couverture de leurs articles. Tu vois. Et des fois je le fais exprès, des fois je le fais pas exprès. C'est juste qu'en fait, moi, je traite des problématiques qui me sont contemporaines. C'est-à-dire maintenant le Covid, avant c'était le Brexit, c'était les élections, parce que ça m'intéresse, parce qu'il y a un travail un peu de caricaturiste aussi dans ça, tu vois, de dossiers de presse que j'aime beaucoup, et de street art. Tu vois, il y a tout qui se combine. C'est l'actualité, le street art, et tout d'un coup, tu vas faire un visuel. Et forcément, j'ai des mecs à l'AFP qui me suivent, et de temps en temps, ils vont prendre des photos, et ça passe dans les médias. Et d'autres fois, comme je fais des trucs très spécifiques, ça va rentrer dans des schémas médiatiques où ils vont récupérer un peu tous les street artistes qui font des choses actuelles. Ils vont dire bah en ce moment ils font ça, etc. Ou sinon si je fais une expo, bah il va y avoir du média. Okay. Mais le média était utile avant, je trouve. En tout cas ce qui était télé. Maintenant ça l'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins véridique. En fait, tout de suite, en fonction du média, tu t'adresses à d'autres personnes. Si t'es sur TF1, tu t'adresses pas aux mêmes personnes qui sont sur France 2, et encore moins de ceux qui sont sur YouTube. Il se passe un truc depuis 4-5 ans où vraiment chacun va récupérer ses infos au même endroit, mais il reste au même endroit. Et tout le monde est un peu séparé. C'est assez étrange. D'accord. On va parler rapidement de droit. Est-ce que, parce que c'est un vaste sujet sur le street art, est-ce qu'aujourd'hui tu protèges tes œuvres? Si oui, comment? Est-ce que tu touches des droits d'auteur sur tes œuvres? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre justement les droits d'auteur sur les fresques et celles que tu vas au musée, enfin que tu t'affiches en musée? Alors moi c'est un sujet qui, je vais pas dire qui me passionne, mais qui m'intéresse beaucoup parce que je suis confronté à ça très souvent. J'ai pas besoin de protéger mes œuvres parce qu'elles sont protégées par le droit français. Le droit français est très bien fait. Une œuvre d'un artiste lui appartient moralement, qu'elle soit faite de manière légale ou illégale. Il y a de la jurisprudence par rapport à ça. On peut croire que ce qui est fait dans la rue n'appartient pas à l'artiste, on peut l'utiliser pour faire de la publicité, pour faire des clips, etc. C'est absolument faux. Par contre, quand c'est fait sans autorisation, le propriétaire a le droit de l'effacer. La mairie a le droit de l'effacer, parce que c'est illégal. Voilà. Mais le droit moral ne se détruit pas parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Tu vois. Le droit ne disparaît pas. Il n'y a pas d'annulation de ce droit-là. Donc moi, quand il y a quelque chose qui est dans la rue, qui est reproduit par des galeristes pour le vendre et en faire des faux, comme ce que je connais en ce moment, ou par des marques pour les revendre, en tout cas pour faire la déco de leur showroom, ou de faire des clips, etc. Bah, j'ai mon avocat qui m'appelle et il me dit bah regarde, il y a ton travail là, et il fait son travail d'avocat. Moi je m'en occupe pas. C'est pas mon, j'ai pas envie, ça me passe. Mais par contre je connais mes droits. D'accord. Je défends des droits des gens, tu vois. Je défends déjà des droits dans mes messages. Donc je connais mes droits d'artiste. Nous on a l'ADAGP, qui est une sorte de SACEM aussi française pour les artistes. Et eux collent des droits aussi à droite à gauche. Pratiquement tous les street artistes sont à l'ADAGP et ils reçoivent des droits d'auteur. Voilà. Même sur du. Même sur du vandal. Pardon ? Même sur du vandalisme. Ouais. Un graffeur vandal qui vient et qui va se faire une trame de métro. Et que cette image est après reprise par, imaginons, H&M pour faire un t-shirt, il a le droit d'auteur. Ils doivent le payer. Ok. C'est la loi. Point. D'accord. Et après, on laisse faire les avocats. C'est pas notre problème. Ok, tu as parlé de copie. Ouais. Toi, tu as déjà été victime de copie ? Ah là, actuellement, je suis dans un dossier comme ça où j'ai un galeriste qui a, avec un autre artiste, exactement repris ma peinture, mon dessin. Et parce que j'utilisais déjà, moi, en fait, je vais te le reprendre à rebours, c'est que j'ai fait beaucoup de choses sur Tintin et Haddock.
qui s'embrassent, qui sont en couple homo, etc. Et ça, en droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle le droit de caricature. Puisque c'est tellement différenciant de l'œuvre d'Hergé, ça passe dans la caricature. Il faudrait réussir à prouver que Hergé a dessiné Tintin et Haddock en tant qu'homosexuel, moi ce qui me plairait très bien, et je pourrais être attaqué par les ayants droit d'Hergé, ce qui n'est pas le cas. Et donc j'ai fait mes dessins par rapport à ça, et puisque certains pensent que j'ai pas les droits sur ça, ou en tout cas j'ai pas le droit de le faire, ils se sont permis de refaire mes dessins, et de les vendre en toile, dans des galeries, etc. Alors que moi je fais une caricature, et eux font une copie de ma caricature. C'est comme si tu reprenais un dessin de Plantu, qui avait fait un dessin de Macron. Bien sûr, ouais, tu reprends une caricature. Est-ce que donc du coup comment ça se passe? Là pour le coup c'est de la copie qui est faite en France? Ouais, c'est en France. Ah oui, c'est le droit français. Là c'est mon avocat qui s'en charge. Franchement. Ok. T'as jamais eu de problème avec des copies à l'étranger? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. J'espère pas en avoir. De toute façon, on sait que tout ce qui est chinois, on laisse tomber. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que j'ai déjà vu des témoignages d'artistes qui se sont fait copier. Le droit chinois, c'est ça. Et puis ils font dans le volume quoi, donc c'est très très compliqué quoi. Bah en fait à ce moment-là, l'avocat il va attaquer les revendeurs. Ouais. Il va attaquer les revendeurs Sauf en que France, etc. Ah oui, en France, ouais. Ouais. Mais parce qu'en Chine, t'en supprimes un, il y en a 10 qui poussent, donc c'est. Bah franchement, j'ai envie de te dire, au pire des cas, c'est vendu en Chine à des millions d'exemplaires. Oui. Allez, pourquoi pas. Est-ce que tu pourrais nous donner ta pire et ta meilleure expérience, toi, en tant qu'artiste? J'en ai beaucoup des biens. Les pires, je les garde pas en général, mais attends, je vais essayer de réfléchir. Je suis sûr que t'en as. Oui, sûrement. Bon, oui, je te demande pas de faire de la dénonciation et d'impliquer des gens. Ah non, t'inquiète. Non, mais de toute façon, c'est très transparent. La meilleure, c'est pas anecdote. J'en ai plein, hein. On pourrait passer des nuits entières à tout raconter. Mais ma plus grosse fierté, c'est qu'en fait, mon travail maintenant, il est pas que en musée, il est dans des livres d'éducation civique. Mais pas un, genre une vingtaine en France, en Allemagne, etc. Moi, genre quand je vais dans des collèges, je suis à coup sûr alpagué par un prof d'histoire. Ou une prof d'histoire, qui vient me dire, mais regardez, j'ai fait un devoir sur vous et Banksy dernièrement. À chaque fois, c'est 300% sûr. Je pointe dans un collège, j'ai un prof qui vient me voir. Il me dit, je vous connais, Combo, etc. C'est incroyable. Et ça, c'est ma grande fierté. Parce que moi, j'ai aimé l'art à travers les livres d'histoire, à travers les tableaux de la Croix, à travers les pyramides, les trucs et tout. C'est ce qui m'a amené à l'art. C'est pas les musées. C'est pas les musées français froids avec les subventions du ministère. C'est les livres d'histoire. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Et les pires anecdotes, qu'est-ce que je peux avoir? Se faire taper par des keufs, finir en garde à vue. J'en ai fait beaucoup. Ouais, si, allez, il y en a une, j'étais à Grasse, donc c'est au-dessus de Nice, c'est la ville du parfum, tout le monde connaît ça pour ça. Et je crois que j'ai fini en soirée où j'étais bourré, mais genre à 4 grammes, 5 grammes, d'un anniversaire d'un pote. Et j'ai pris des bombes qui nous restaient, je suis allé taguer sur la route du chemin de retour. J'ai l'impression qu'il faisait nuit, mais en fait il était 7h du matin. Et j'ai fini au commissariat et je crois que j'étais très fanfaron avec le commissaire. Et ils m'ont mis un dossier de bâtard et j'ai pris très cher. J'ai fini par le commissaire et il me pétait la gueule dans son bureau. Mais vraiment, genre, c'était très sale. Mais à l'époque, c'était vraiment... Genre, maintenant, il y a un peu plus de droits. En garde à vue, avant, c'était très compliqué. Est-ce que tu aurais... Je vais te demander 3 choses pour terminer. Est-ce que tu aurais un conseil, si tu avais un seul conseil à donner à des artistes à un artiste qui bosserait dans ta branche? Encore envie de se lancer. Un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer, lance-toi tout de suite, maintenant. Attends pas demain, attends pas d'être prêt, attends pas d'avoir un bon retour, attends pas la permission. Demande pas comment ou fais. Ça c'est le vrai conseil. Et après, survis. Survis autant que tu peux, aussi longtemps que tu peux. Si tu dois faire des petits boulots, fais des petits boulots. On l'a tous fait. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas être une star... faut arrêter cette vision où tout d'un coup t'es un artiste maudit et tout d'un coup quelqu'un vient et te cherche et te récupère et tu deviens Justin Bieber. Ça n'existe pas. Travaille dur, travaille longtemps et fais-le si tu aimes ce que tu fais. C'est tout. Ne le fais pas pour l'argent. Fais vraiment parce que tu aimes ça. Si tu le fais pour l'argent, tu seras très 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 déçu. Ouais, déçu, ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand tu te lances sans vraiment connaître justement les codes, etc., tu as une forme de naïveté et parfois tu appréhendes ton médium et la façon dont tu crées d'une façon... ouais, voilà, en fait, d'une façon inattendue.
parce qu'en fait, parfois, quand tu prends des cours, justement, ça te norme vachement dans ta pratique, et du coup, ça te cadre, alors qu'il y a une forme de naïveté parfois dans des gens. Alors, moi, je viens de la musique, mais je pense à, par exemple, quelqu'un qui c'est un conseil que je donne parfois aux artistes qui sont en panne d'inspiration et de créativité, c'est essaye de jouer d'un instrument que tu sais pas jouer. Et tu vas voir que tu vas l'appréhender d'une façon que tu connais pas, et en fait, tu vas... Voilà. C'est pour ça que moi, je dis en général, n'allez pas dans les écoles d'art. Allez-y après, quand vous aurez commencé vraiment à dessiner. Moi, j'y reviens. J'ai fait une année aux Beaux-Arts, mais j'ai arrêté tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pensais aller dans une école qui allait m'ouvrir, et en fait, j'ai découvert un nouveau moule. Il y a des écoles de commerce qui sont des moules, il y a des écoles de droit qui sont des moules, et des écoles d'art qui sont des moules. Voilà, point. Ne rentrez pas dans un moule. Faites ce que vous avez envie de faire, faites-le avec grand plaisir, faites-le avec amour, avec l'amour, c'est tout. Et après, si tu as besoin d'apprendre la technique, tu l'apprends après. C'est pas un problème. Est-ce que tu aurais un ouvrage à conseiller, un livre, ça peut être un livre, un film, un disque Ouais, regardez tous les bios des artistes, c'est passionnant. Mais pas que les artistes d'art, hein. Les chanteurs, les peintres évidemment, les réalisateurs. En fait, nous sommes, nous tous, normés à une vie. On peut pas vivre la vie de tous les autres. Et tout d'un coup, de lire une bio, ça te permet de gagner des temps, tu vois, d'apprentissage, de voir qu'il y a beaucoup de mêmes problématiques qui se répètent au fil d'une carrière ou au fil d'une vie créative, et de voir la bio de Frida Kahlo, de lire la vie de Tarantino, tu vois des trucs similaires. Est-ce que tu en as une qui t'a marqué plus qu'une autre ? En fait, moi, déjà adolescent, je lisais beaucoup de bio. Je lisais Gandhi, je lisais Guevara, ça me passionnait. Churchill, tous ces gens-là, en fait, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est vraiment ça. Lisez des bios, ça vous fera gagner beaucoup d'années. Okay. En fait, tu verras des schémas. Tu verras des schémas partout. Ok, t'en as pas une particulière Non, pas particulière. Okay. Là, en ce moment, non. Ouais, Chirac, allez. Chirac. Ouais, allez, Chirac. Chirac, c'est cool. C'était un coquin, Chirac. Sans blague. Lui, quand il était jeune, il était... Ouais. Est-ce que tu aurais une citation à partager ou un proverbe Un proverbe. Moi, en ce moment, celui que j'écris, c'est Paint today, make tomorrow. Peindre aujourd'hui pour faire demain. Mais sinon, il y a celle que j'utilisais beaucoup avant et qui peut s'appliquer pour tout le monde, qui était celle de Shakespeare. C'est, je vais un peu la déformer, c'est pas exactement ça. C'est nous sommes tous des acteurs dans un théâtre où nous portons le masque d'acteur dans un théâtre qui est notre vie et nous jouons notre rôle. Tu vois. D'accord, ça veut dire ça en gros. Oui, voilà, ça peut près. Ouais, elle est faite une petite recherche. C'est Shakespeare. Ok, ça marche. Et merci Combo pour ton passage dans l'émission. Merci à toi. Vous retrouverez l'actualité de Combo sur son compte Instagram ComboCK et sur son site combostreetart.com. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois, également la playlist choisie par les artistes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.